Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de filmer cette vidéo parce que je débute ici une nouvelle playlist qui va être en fait une série de vidéos où je vais essayer d'analyser le style et la mode dans les films, dans les séries, dans tout ce qui est cinématographique en fait. Et on commence avec la série Euphoria qui a été produite par HBO avec Zendaya en tête d'affiche. L'univers visuel est tellement fort, il y a des costumes qui sont tellement intéressants et créatifs et qui font complètement partie du processus identitaire des jeunes personnes qu'on filme, que c'était hyper intéressant pour moi d'essayer de dénouer ce que ça veut dire. Donc j'ai décidé de me concentrer sur seulement 4 personnages parce qu'en fait sinon la vidéo allait être beaucoup trop longue. D'ailleurs à ce sujet là, est-ce que vous pouvez me dire la longueur des vidéos que vous préférez voir sur YouTube? Est-ce que vous préférez voir des formats vraiment longs ou alors est-ce que vous préférez avoir des vidéos qui tournent vraiment autour des 10 minutes? Dites-le moi en commentaire. Alors d'abord, il faut que je vous présente 2 personnes qui ont une importance primordiale dans le choix des costumes, des looks et du maquillage. C'est Heidi Bivens et Daniela Davy qui sont la costumière et la responsable du maquillage. Je me suis beaucoup appuyée sur leurs propos puisque c'est elles qui sont finalement aussi responsables de la manière dont on est perçu à l'écran les personnages que je vais analyser. Donc j'ai décidé de prendre 4 personnages féminins, Jules, Rue, Maddie et Kat. Ça va se dérouler en 3 manches par personnage. D'abord je vais parler de la signature du personnage, c'est-à-dire quel est son style, qu'est-ce qui fait que ça marche. Ensuite je vais parler des références, les références derrière les tenues, quelles ont été les influences qui ont mené la costumière à un tel résultat. Et troisièmement, je vais parler de la signification de tout ça et je vais un petit peu porter l'attention sur ce que ça représente la mode pour ce personnage, pour son évolution, sa transformation, etc. 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 Nous allons commencer avec Rue, parce que Rue c'est la narratrice, c'est un peu le personnage principal qui va nous guider dans notre perception des autres personnages. Rue. Le style de Rue est d'abord caractérisé par un espèce de je m'en foutisme, une attitude très détachée, très en retrait aussi. C'est quelqu'un qui du point de vue du style va pas faire gaffe en fait. Un peu un laisser-aller et un espèce de truc qui fait que ça coule sur elle de manière hyper aléatoire. On a l'impression qu'elle va attraper 2 trucs ensemble dans son armoire, les foutre et puis voilà. C'est aussi un peu, je trouve, le personnage qui représente le mieux l'adolescence du point de vue du style, avec notamment la paire de Converse qui est quand même iconique et qu'elle ne quitte pas du tout. Le fait aussi qu'elle ait toujours les cheveux avec des espèces d'énormes chignons un petit peu mal faits. Très peu de maquillage ou alors du maquillage très estompé, c'est plutôt du reste de maquillage qu'elle a oublié de démaquiller de la veille, avec les yeux toujours qui coulent. Dans son look on voit qu'il y a carrément un oubli de soi-même un peu, c'est à dire que son uniforme c'est un jogging avec une capuche sur la tête et le signe de la capuche sur la tête c'est clairement pour elle une envie de disparaître en fait. Elle a toujours l'impression d'être inutile, donc elle met sa capuche sur la tête pour se soustraire de sa présence, pour pas encombrer les autres. Ça se traduit aussi par des habits très androgynes, avec des petites chemises qui sont ouvertes sur des t-shirts, des shorts de garçons, elle a tout le temps des énormes t-shirts, des énormes sweats. Ce côté androgyne atteint son climax lors de l'épisode 6, l'épisode d'Halloween, où elle est habillée en costume noir et blanc de pape et elle a les cheveux beaucoup plus courts que normalement. On joue carrément avec les genres, on joue avec son attitude. Elle a aussi une démarche avec toujours les mains dans les poches qui clairement transparaît cette espèce de présence très forte et à la fois on a l'impression qu'elle est jamais vraiment là. Pour ce qui est des références de ce look, de son look, alors justement je parlais du climax avec le costume lors de la soirée d'Halloween. Ce costume a été inspiré par Marlène Dietrich, ce qui est très curieux parce que Marlène Dietrich est une actrice qui a incarné la femme fatale par excellence dans tous ses films, une femme tellement belle et puissante mais à la fois tellement glacée et en retrait qu'elle est capable de charmer tout le monde. C'est quelqu'un qui va avoir une espèce de magnétisme, c'est une sorte de féminité exacerbée mais qui joue vachement aussi avec les jeux d'androgynie, avec des énormes costumes XXL plutôt masculins et à la fois un visage extrêmement fin comme celui de Zendaya. Ce qui est intéressant je trouve dans le rapprochement entre Rue et Marlène Dietrich, c'est justement ce côté assez inatteignable. Même si Rue c'est pas une femme fatale au sens classique
classique du terme, mais elles se rejoignent dans le sens où elles sont toutes les deux une présence extrêmement, enfin qui crève l'écran, et à la fois elles sont jamais vraiment là, c'est comme s'il y avait toujours un voile devant la personnalité. Sinon de manière plus générale, Heidi B. Vance s'est beaucoup inspirée du streetwear avec des marques comme Gosha Rubchinski, Sci-Fi Fantasy, et elle a pioché vraiment dans les vestiaires des mecs comme dans les vestiaires des filles. Elle s'est aussi beaucoup inspirée des tenues de Zendaya en fait. Beaucoup d'habits que porte Rue sont en fait des habits de Zendaya. Ce que disait Heidi B. Vance, c'est qu'elle s'inspire énormément tout simplement des vrais ados. Passer des heures à la sortie des lycées à regarder les jeunes, leur demander où est-ce qu'ils avaient trouvé telle ou telle pièce, et après essayer de reconstituer cette espèce de fausse authenticité. Elle va faire aussi beaucoup de fripes, beaucoup de trucs vintage pour avoir un espèce de look hyper visuel, hyper catchy et à la fois qui représente au mieux le personnage. Maintenant on en arrive à la partie signification. D'abord il y a la négligence de son bien-être qui est totalement transparente avec la manière dont elle se présente au monde, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps défroquée. Et aussi il y a une interprétation possible, et en fait ce qui m'a donné la puce à l'oreille, c'est un commentaire sous une vidéo YouTube comme quoi le maquillage qu'elle porte, les peu de fois où elle arbore un maquillage vraiment travaillé, c'est quand elle a des paillettes qui coulent sous les yeux en fait. Et ceci pourrait peut-être être un symbole pour les addicts, les drogués, qui n'en sont peut-être pas revenus. Regardez la dernière séance dans l'épisode 8, c'est un petit peu ça, tout le monde qui la porte et elle qui tombe et machin, c'est hyper symbolique, mais ils ont tous ces paillettes sous les yeux qui peuvent peut-être représenter ce symbole de l'euphorie en fait, de l'extase que procure la drogue qui est complètement éphémère. Ça montre vraiment un peu le versant du bonheur artificiel que s'est construit Rue avec la drogue et qui en fait représente le mal-être d'une adolescente. Parlons maintenant de Maddie. D'abord, observons sa signature. La signature de Maddie, c'est le maquillage. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus fort dans son look, et notamment le liner très graphique. Elle a beaucoup d'influences qui viennent d'époques différentes. Une influence assez récurrente qui vient des 60s, de Twiggy avec des yeux très travaillés. Aussi une grande influence des années 90 qui vient d'Alexia Demi, l'actrice, avec un lip liner plus foncé que le gloss, des barrettes, des strass, et à la fois elle a aussi un côté assez années 2000, notamment avec tous les ensembles qu'elle met, l'ensemble Louis Vuitton multicolore, l'ensemble Total Denim, l'ensemble un peu Chanel revisité. Ce mélange d'influences et d'époques différentes, ça fait une silhouette assez anachronique mais finalement assez avant-gardiste, parce que Maddie c'est un peu une trendsetteuse. Enfin, elle en jette, c'est la cheerleader du lycée, c'est une fille qui est populaire, qui sort avec le BG du lycée, etc. Les références. Alors la maquilleuse Kristen Sage Coleman a annoncé que le go-to look de Maddie, c'est-à-dire la pointe de liner très graphique avec une bouche un peu glossy, est très inspirée de Madonna dans les années 90. Moi je trouve il y a un côté hyper diva, elle me rappelle une espèce de Betty Boo plus actuelle. Elle me rappelle beaucoup aussi Kali Uchis dans la manière d'arborer ses looks, non seulement physiquement mais aussi dans le style en fait, c'est-à-dire mettre des choses pleines de couleurs, cette féminité hyper accentuée avec des tenues qui sont très provocante. Elle joue tellement le créneau de la féminité que ça en devient presque désuet avec toutes ces paillettes et ce corps moulé, exhibé qu'elle montre tout le temps. Dans la scène de Halloween aussi, la maquilleuse disait que son look était inspiré de Iris dans Taxi Driver de Scorsese. Alors je l'ai pas vu, mais apparemment Iris était une jeune prostituée de 12 ans qui avait fui sa famille. C'est bizarre de lui faire porter ce costume, mais je pense que ça montre surtout que Maddie, elle reflète plein d'autres personnages et elle est pas seulement la jeune fille un peu superficielle qui a trop confiance en elle, qui est cheerleader et qui est populaire. Signification de la mode pour Maddie. La mode pour Maddie c'est trop intéressant parce que sa mère est une esthéticienne. Et dans l'épisode qui lui est consacré, Maddie le dit clairement, elle a su depuis qu'elle est toute petite en voyant sa mère faire la pédicure à de riches bourgeoises insupportables, que la mode permettait finalement de compartimenter le monde en deux et qu'il fallait se retrouver du côté de celle dont on faisait la pédicure et pas l'inverse. Donc la mode pourrait être vecteur d'une ascension sociale potentielle, ça peut être une prise de pouvoir,
en ayant tous les regards sur elle, Maddie a l'impression d'être sous le contrôle, alors qu'en fait toute sa vie lui échappe. On se rend compte de la grande vulnérabilité de cette fille qui est trop touchante justement parce qu'elle s'habille comme si son corps était un bijou. D'ailleurs il y a un maquillage qui est magnifique où elle a des chaînes qui font un eyeliner. Donc si la mode pour Maddie peut être émancipatrice parce qu'elle permet d'upgrade en fait dans la société, elle reste pour elle encore assez asservissante puisque Maddie elle a aussi tout simplement envie d'attirer l'attention de son mec, de Nate, et elle ne se voit qu'à travers les yeux de ce mec. Personnage suivant, Kat. Kat, elle a un look qui est fierce, elle a un look qui dégage le pouvoir, l'assurance. Et pourtant, il y a eu un avant et un après épisode 4. Parce que dans les 4 premiers épisodes, le look de Kat, c'était le look rat de la bibliothèque, c'est-à-dire qu'il y avait une accumulation de motifs hyper naïfs comme des gros papillons avec ses lunettes en pointe de secrétaire qui faisait vraiment petite écolière très sage qui essaye de se fondre dans la masse et de se fondre dans la tapisserie pour le coup. Et il y a un après Kat, elle arbore un look qui est extrêmement empreint de la culture BDSM mais aussi de la culture goth et de la culture punk comme on va le voir. Pour ce qui est des références dans le look de Kat, alors avant sa transformation, la référence c'est le personnage Thora Birch dans Ghost World qui a inspiré la Kat d'avant on va dire. Après son changement radical, ce qui est la référence du look de Kat c'est vraiment le mouvement punk et en fait c'est surtout l'idée qui est véhiculée par ce mouvement que va reprendre Kat. L'essence on va dire du mouvement punk c'est de refuser les codes, c'est de vouloir tout casser et de vouloir pas obéir en fait. Et Kat c'est exactement ça qu'elle vous perd avec son style, elle casse les codes qui étaient censés lui dicter la manière dont elle devait être en tant que femme grosse qui prend forcément trop de place. Elle aurait jamais dû pouvoir assumer sa sexualité, elle aurait jamais dû pouvoir mettre des choses moulantes, mettre des choses tape à l'œil, elle aurait dû juste rester à sa place, une place de merde hein, complètement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le look permet un changement radical dans la personnalité de Kat qui est en lien avec sa propre découverte de la sexualité. Ça vient en fait finalement asseoir cette volonté de prise de pouvoir en fait. C'est une sorte de revanche aussi son look. La petite Kat d'avant, elle a toujours été connue sur internet grâce aux fanfictions qu'elle écrivait, mais elle a jamais pu assumer son physique. Maintenant elle a envie qu'on la voit, elle a envie d'adresser tous les regards qui n'ont jamais pu être posés sur elle. Et cette espèce d'influence esthétique dominatrix, ça vient tout simplement avec la volonté de décider de son propre plaisir et la volonté de faire de l'effet. Il y a l'idée aussi que c'est elle qui provoque l'action, c'est elle qui choisit dans les webcams quand elle veut fermer le clapet de l'ordinateur, c'est elle qui a le pouvoir. Dans l'épisode de Halloween où elle est déguisée en bonne sœur et qu'elle a le premier orgasme de sa vie, c'est juste génialissime. Ça montre cette espèce de retournement de situation. C'est un peu un doigt d'honneur à ce qu'elle aurait dû être selon les autres, c'est-à-dire inapte à la séduction, inapte au plaisir, inapte à la beauté. Finalement, ces costumes tiennent aussi compte d'un espèce de mélange de tendresse et de vulnérabilité qui est hyper caractéristique chez Kat. Et dans le dernier épisode, on voit ça avec son maquillage, puisqu'il y a 2 petites paillettes qui représentent 2 petites larmes qui scintillent. Tout ce qu'elle cherche, Kat, c'est l'amour finalement, sous cette carapace. Deep. Dernier personnage, je pense que vous l'avez deviné, on va parler de Jules. Pour construire la signature de Jules, Hunter Schafter, qui est un mannequin, a beaucoup aidé la costumière. Sa signature, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est des jupes rikiki, des maquillages qui en fait, plus que d'être du make-up, sont des dessins sur son visage, très colorés, très pop, très pastel, à la fois très féminin, qui va très bien avec sa silhouette hyper élancée et à la fois très enfantin, un côté un peu femme Lolita. Son look, je trouve, correspond hyper bien au visage de Hunter, qui en fait est un visage hyper mutin et à la fois très anguleux, c'est-à-dire qu'elle a un truc hyper doux et hyper dur en même temps. Pour ce qui est des références derrière son look, d'abord il y a une grosse influence des personnages de dessins animés. Et d'ailleurs, la costumière Heidi Bivens, elle s'est beaucoup inspirée notamment de Sailor Moon, qui a déjà une ressemblance physique avec Hunter assez flagrante. Et donc il y a déjà cette base animée qui retranche aussi le côté enfantin, côté un peu naïf
que peut avoir Jules pardon. La costumière a beaucoup utilisé pour les costumes de Jules la marque Ekauslata, qui est une marque dont j'ai déjà parlé en vidéo et qui en fait essaie tout le temps de redéfinir la féminité et redéfinir aussi l'identité de genre, donc ce qui correspond hyper bien au personnage de Jules. J'ai aussi l'impression que son personnage, du point de vue du style, a été inspiré par le personnage de Cassie dans la série Skins UK. Elles ont toutes les deux des looks hyper éthérés, hyper lunaires. C'est des personnages très rêveurs aussi, très créatifs. Moi je trouve que ça se ressemble un peu, mais c'est une piste hein. Troisièmement, qu'est-ce que la mode signifie pour Jules? Je pense d'abord que le fait qu'elle change tout le temps de make-up, le fait qu'elle se change tout le temps, qu'elle ait tout le temps les cheveux d'une autre couleur, etc., ça fait part de la grande versatilité du personnage. C'est-à-dire que tantôt on a l'impression que Jules est folle amoureuse de Rue, tantôt on a l'impression qu'en fait elle s'en fout un peu. Mais surtout pour Jules, le style c'est une manière de s'approprier et même de conquérir la féminité. Elle dit ça quand elle est avec Anna dans l'épisode 7. Et donc ça c'est très nettement lié à sa transidentité, la nécessité de plaire à tous les hommes pour avoir la validité du regard hétérosexuel et se dire c'est bon, je suis une vraie femme. Cette volonté là va peu à peu s'effriter, puisque peu à peu elle va laisser tomber ses jupes hyper courtes, ses maquillages hyper mignons, hyper coquets, pour un look beaucoup plus extrême qui fait plus part de son intériorité à elle. Et dans l'épisode final, elle a un maquillage qui est extrêmement agressif, comme si en fait elle voulait même faire du mal physiquement à Nate de par le maquillage qu'elle a choisi de porter. Elle parvient à s'affranchir aussi un peu de ce regard masculin qui lui était indispensable jusqu'alors pour s'affirmer en tant que telle et ne pas avoir peur de parfois aussi pouvoir déranger en fait. Elle prend de l'assurance, je pense, d'une manière ou d'une autre, ouais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En fait, la conclusion, je pense que c'est que Bivens a voulu vraiment inspirer les jeunes et retranscrire la génération Z, ce qu'elle fait hyper bien. Et ce qu'elle a voulu aussi partager, c'est l'envie de s'habiller de manière un peu indépendante aux tendances et de faire de la mode ou du style une clé de lecture, une clé d'interprétation de sa propre personnalité et de la personnalité des autres. C'est assez rare qu'une série accorde autant d'importance au style et au maquillage, et là pour le coup, sans le maquillage et sans les tenues, Euphoria ne serait vraiment pas pareil. Voilà pourquoi j'avais voulu faire cette vidéo. Dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez vraiment pas à la partager si jamais ça vous a plu aussi. Et puis je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bonne journée. Bye.